Moi, je suis fan de quotas. Je pense que les quotas sont la façon d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des secteurs que tu considères qui sont encore plus visés par cette disparité? Qui sont à la tête des plus petites entreprises, ce sont les femmes. C'est qu'on a des jeunes garçons qui pensent que le rôle de la femme est à la maison. Je pense qu'au Canada, malgré tout, on est un exemple. Ce n'est pas une égalité des chances pour les Québécois nés ici. Ce n'est pas une égalité des chances pour les Québécois nés ici de souche. C'est une égalité des chances, point. Bonjour Lisa. Bonjour Martin. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado de Grand Prix de Shade, toujours à l'écoute. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a une invitée très intéressante. C'est une conférencière, c'est une intervieweuse, c'est une stratège dans des domaines aussi variés que le leadership, l'entrepreneuriat, le leadership au féminin et tout ce qui touche à EDI. Donc, Déborah Cher-Enfant, bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Merci. Lisa-Marie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, Déborah, avant d'entrer dans le vif du sujet ou des sujets, on le demande à tous nos invités, on demande de partager une de leurs passions. Donc, pas celle en lien avec les sujets que tu vas aborder ou qu'on va aborder avec toi. Peux-tu nous partager une de tes passions? Une de mes passions devenue obsession et probablement en train de devenir un problème, c'est les plantes. J'ai littéralement peut-être une pépinière à la maison. J'ai au-delà de 90 plantes et c'est un enjeu. Wow. C'est un enjeu, mais moi, pour l'instant, j'y suis bien dans ma petite pépinière. J'ai toute une mezzanine transformée Mais c'est une job à temps maison partiel. d'accueil. Ah, oui. Ça suit un régime particulier. Donc, je suis maison d'accueil pour plantes. C'est ce que je vais mettre dans mon CV désormais. D'accord, mais là, tu reviens de vacances. Qui s'occupe de ta pépinière en ton absence? Un employé. Oui, exactement. Je suis rendue là, mais je me suis assurée de les arroser avant de partir, de compter le nombre de jours que je peux partir au maximum. Et si jamais il y a un enjeu, c'est pas pour rien que j'ai un frère et deux sœurs. J'adore. OK, mais c'est une passion assez particulière, originale. On va voir s'il y a un lien avec les sujets qu'on va aborder. Quelque chose me dit que non, mais voyons. Non, mais c'est tout dans les combats, c'est tout dans le nurturing d'êtres vivants et dans l'accompagnement et la protection de notre forêt sociale. On va en créer un lien s'il n'y en a pas. Ben merci de nous avoir partagé ta passion. Ça fait plaisir. Là, je viens de faire mon coming out de plante. Peux-tu peut-être expliquer à nos auditeurs, nous résumer ton parcours personnel, ton parcours professionnel, puis après ça, on va enchaîner avec notre conversation. Résumer le parcours personnel. Alors, je vais commencer du début. Je suis née, j'ai grandi en Haïti, 2 parents encore en couple après plus de 45 ans ensemble, une fratrie de 4, j'ai 2 grandes sœurs, un frère, et je m'installe ici au Québec, ça fait 20 ans maintenant, donc on peut dire que j'ai passé autant de temps à Port-au-Prince qu'au Québec, donc je suis entre 2 identités. Je suis venue ici au Québec pour étudier en entrepreneuriat, qui est ma passion. Depuis la fin de l'adolescence, j'ai trouvé ce mot entrepreneuriat et c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire pour le reste de ma vie. Côtoyer des entrepreneurs, être entrepreneur, étudier là-dedans. Donc, c'est ce qui m'amène au Québec et depuis la dernière décennie et demie, j'ai envie de dire, c'est dans ce domaine que je travaille, que ce soit d'accompagner des entrepreneurs à lancer leur entreprise, d'accompagner des entreprises à développer des programmes qui sont destinés aux entrepreneurs. Donc, mon parcours professionnel est teinté d'entrepreneuriat, oui, de leadership, particulièrement féminin, comme tu le disais si bien, Martin, parce que au-delà de la représentation des entrepreneurs, c'est la représentation des femmes dans ces milieux-là qui m'interpellent beaucoup. Et au cours des dernières années, j'ai eu le grand privilège de tâter le terrain et de pratiquer un peu dans le monde des médias. J'ai fait 3 ans à la radio et maintenant 3 ans à la télé. Mm-hmm. Donc, tu disais, la piqûre depuis l'adolescence, est-ce que c'était quand tu étais encore à Haïti avec ta famille? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Pourquoi être venu étudier ici au Québec? Pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, la piqûre, ce dont je me souviens très clairement, c'est... comme beaucoup de personnes, et particulièrement mes sœurs et moi, nous avons été des fans d'Oprah très longtemps. Donc, on regardait l'émission très, très, très souvent. Et le parcours de cette femme, je pense, a interpellé plusieurs jeunes filles noires, jeunes personnes, de façon large. Et je me rappelle une fois qu'Oprah, à une de ses émissions, elle décrivait son parcours. Et c'était la notion de businesswoman et qu'elle parlait un peu des entreprises médias qu'elle détenait. Et ça
j'ai retenu la notion de businesswoman. Après en avoir décortiqué peut-être les éléments. Donc, j'ai comme retenu, OK, je veux être une femme d'affaires comme Oprah. Pas nécessairement faire exactement ce qu'elle veut, mais la notion de businesswoman, femme d'affaires. Et par la suite, je pense que dans la même conversation, les conversations qui ont suivi, j'ai entendu pour la première fois le mot entrepreneurship. Et donc, entrepreneuriat, et c'est là que je commence, je me rappelle très bien, à 16 ans, à faire des recherches là-dessus et à voir également, est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il faut passer par des études pour étudier en entrepreneuriat, pour être entrepreneur? Et de là commence, j'ai envie de dire, ma quête, mon cheminement. Et je trouve des études en entrepreneuriat à HEC. Et à partir de ce moment-là, j'ai une fixation, quasiment une obsession. Pour mes parents, c'était clair, je ne restais pas à Port-au-Prince pour étudier. La chance, c'est que ma sœur cadette était déjà à Montréal 1 an avant moi. Donc, c'était une continuité assez logique pour mes parents de m'envoyer également à Montréal. OK. Donc, pour tout ce qui touche justement à l'entrepreneuriat, parmi les conseils que tu peux donner aux gens, souvent une question moi, que je me demande, c'est par où commencer? Est-ce qu'on étudie avant en entrepreneuriat et après ça, on se lance dans l'entrepreneuriat ou on se lance en entrepreneuriat quitte à essayer de parfaire un peu de façon académique nos notions? Est-ce qu'il y a un ordre quelconque à suivre ou on y va un peu de façon improvisée? Alors, je vais peut-être te surprendre pour quelqu'un qui a étudié là-dedans et qui a étudié le parcours d'entrepreneur. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'étudier en entrepreneuriat pour être entrepreneur. Au contraire, moi, je l'ai fait pour différentes raisons. Raisons dans lesquelles on pourrait peut-être plonger, mais que ce soit pour aller chercher un petit peu plus de confiance en moi, pour aller aussi chercher de la connaissance, ça c'est important. Est-ce que c'est un mélange de syndrome d'imposteur, à savoir je veux savoir de quoi je parle ou dans quoi je m'embarque avant de le faire réellement? Mais aujourd'hui, il y a tellement d'exemples de gens qui n'ont pas étudié en entrepreneuriat et qui non seulement lancent des entreprises, mais lancent des entreprises à succès. Donc, je pense que comme cheminement naturel. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir une connaissance de base, à savoir juste les connaissances juridiques. Qu'est-ce qu'on crée, comment on le crée, de s'assurer d'avoir les bonnes bases. Mais par la suite, comprendre exactement comment faire une étude de marché, c'est quoi un plan de marketing, comment faire des états financiers. Je pense qu'on peut s'entourer des personnes qui ont ces expertises sans les détenir soi-même. Donc, on peut partir définitivement en affaires sans avoir étudié en entrepreneuriat. Okay. Est-ce que tu avais une idée en tête d'entreprise quand tu as commencé tes études ou pendant tes études? J'avais des idées, j'avais différentes idées, les unes plus différentes que les autres, mais pour revenir en Haïti, je me rappelle très bien, plus jeune, 8 ans, 10 ans, 12 ans, j'ai eu différents types de commerces. Donc, c'est pourquoi je savais que j'avais cette fibre entrepreneuriale. Exactement, une fibre entrepreneuriale. À l'époque, je disais, je vais faire le commerce. Mes parents le voyaient comme ça, c'est sûr, on va faire le commerce d'une façon ou d'une autre. Donc, par exemple, très jeune, j'ai vendu des cartes de vœux que ma tante, qui dessine très bien, elle faisait, donc je les vendais à l'école. Si jamais les religieuses qui géraient l'école à l'époque m'entendent aujourd'hui, parce que c'était interdit de faire ça, de vendre des choses, mais j'ai vendu des cartes de vœux, j'ai vendu des bonbons, j'ai vendu des chocolats. Et à un moment donné aussi, un petit peu plus grande, j'ai toujours aimé aussi l'esthétique, le monde de l'esthétique. Donc, j'ai fait manu, pédi pour les membres de la famille, des amis. Donc, j'avais toujours une activité commerciale qui nécessairement m'amenait de l'argent de poche, on s'entend. Donc, je savais que j'allais faire une activité qui allait me amener de l'argent. Donc, ça, c'était le premier, si on veut, incitatif. Et par la suite, quand j'arrive ici et que j'étudie en entrepreneuriat, l'idée était très claire, c'est que je voulais créer un réseau d'affaires pour les femmes afro-caribéennes. Et là, il faut que je vous ramène on est en 2008. Donc, on est quand même, il y a quelques années de ça. Et à l'époque, l'écosystème montréalais, entrepreneurial ou même féminin, il n'y avait pas de structure comme ça qui existait. Oui, il y avait le réseau des femmes d'affaires du Québec qui existait déjà. Il y avait quelques autres réseaux également de façon plus générale, mais j'avais senti un besoin personnel, mais aussi, après m'être impliquée dans quelques conseils d'administration, de chambres de commerce aussi à l'époque, j'avais réalisé que peut-être les femmes qui me ressemblaient avaient besoin d'un lieu pour se rassembler, pour se réunir, mais aussi
encore une fois, pour apprendre les codes culturels, les codes du milieu des affaires au Québec, parce que c'était une nouvelle société, un apprentissage un peu qu'on devait faire. Donc, moi, j'avais le nom, j'ai encore le plan d'affaires à la maison imprimé, donc avec la date vraiment en 2008, et ça devait s'appeler FAS pour Femmes Afro-Caribéennes Entrepreneurs. Donc, c'était ça l'idée de départ. Et j'ai envie de dire, the rest is history, parce que je ne lance pas le réseau, mais j'ai de bonnes raisons qui expliquent pourquoi je finis par ne pas le lancer. Mais là, tu me tiens en haleine. Mais... Alors, c'est deux choses. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça, mais c'est vrai, quand je présente, parce que dans le cadre de ces études-là, notre spécialisation étant entrepreneuriat, on travaille sur un projet d'affaires, mais de façon très réelle. J'ai encore d'anciens camarades qui, aujourd'hui, ont travaillé sur leur entreprise à l'époque et qui ont encore cette entreprise aujourd'hui. Et moi, quand je présente, après 1 an de recherche, d'études, de validation, quand je présente devant un jury, je me rappellerai très bien, je ne nommerai pas les personnes qui étaient sur ce jury, mais on me dit que l'idée n'a pas de pertinence, qu'il existe déjà des réseaux pour les femmes, et si les femmes afro-caribéennes ont besoin de ce type d'accompagnement, elles peuvent joindre les réseaux qui existent déjà. Et moi, à ce moment-là, je le prends très bien, ce commentaire, malheureusement ou heureusement, parce que je me dis, les gens qui m'ont écouté, qui ont vu, non seulement veulent mon bien, mais connaissent la société, connaissent le marché mieux que moi. Donc, peut-être qu'ils me disent ça pour m'aider. Et donc, quand je reçois cette évaluation de mon projet sur le manque de pertinence, même si ça a été bien monté, bien présenté, mais il n'y a pas de besoin pour ce réseau à cette époque. Donc, ce que je fais, c'est que, je fais 2 choses. Je vais trouver un emploi qui, concrètement, qui était exactement, de façon très proche, le réseau que je voulais faire, parce que je travaille pendant 1 an et demi à accompagner des femmes africaines à lancer leur entreprise. Donc, pour moi, je suis très pratico-pratique. J'aime beaucoup non seulement la théorie des petits pas, mais également tester des projets. Donc, moi, j'intègre cet organisme pour accompagner des femmes africaines particulièrement à lancer leur projet d'affaires. Donc, je me dis, c'est une façon de commencer à lancer le réseau, mais d'une autre façon, d'aller tâter le terrain. Et l'autre chose que je fais, c'est que je lance un blog. Donc, au lieu de lancer un réseau formel ou même un espace, c'est que je lance un espace virtuel, un média, Modèle, et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et Modèle, aujourd'hui, je vois encore l'impact de ce blog que j'ai créé il y a maintenant, c'était en 2009-2010, et que j'ai eu pendant une dizaine d'années, et je vois encore l'impact de ce travail que j'ai fait. Tu as siégé sur presque une dizaine de conseils d'administration très, très variés. Est-ce que ça fait partie des conseils que tu donnes aux entrepreneurs à devenir, de siéger sur un ou des conseils d'administration? Puis si oui, comment les choisir? Parce que certains vont tomber dans le piège de siéger sur des conseils qui vont leur demander beaucoup de temps. Dans certains cas, ça va être rémunéré, ça ne sera pas rémunéré. Donc, on siège sur un conseil d'administration. Pourquoi et comment les choisir pour que, justement, ça soit une expérience la plus enrichissante possible? Je pense que le pourquoi est très important. Moi, dans mon cas, le pourquoi a été double, peut-être même triple. C'est aller chercher de l'expérience, une connaissance importante que ces conseils d'administration, non seulement en gouvernance, mais aussi une compréhension de la gestion d'entreprise, la gestion d'organisation, mais également la gestion humaine, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille avec des gens. La deuxième raison, c'est bien évidemment, encore une fois, dans une notion d'apprendre un peu les codes. Comment fonctionne la culture d'affaires ou juste la culture professionnelle au Québec? Comment est-ce que les gens prennent des décisions? Comment est-ce que les gens réfléchissent? Parce que c'est très différent en fonction d'où on est né et le type de culture à laquelle on est habitué. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, apprendre un peu les codes. Maintenant, le pourquoi aussi, c'est... peut-être en ordre complètement aléatoire, c'est peut-être la première raison pour plusieurs personnes, c'est parce qu'on veut aider, on veut s'impliquer, on veut s'engager, on veut soutenir une cause qui nous tient à cœur. Et moi, dans mon cas, donc au-delà du pourquoi, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est OK, il faut que j'aille chercher de l'expérience, parce qu'à l'époque, c'est peut-être quelque chose qu'on dit moins, petite parenthèse, peut-être quelque chose qu'on dit moins aux personnes immigrantes, c'est que
l'expérience québécoise. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup répété à l'époque. Je ne sais pas si on le dit dans les mêmes termes parce que le marché de l'emploi a changé. Mais l'expérience québécoise, très importante. Et la façon qu'on nous disait, qu'on nous coachait personnes nouvellement arrivées, c'est de le faire par le bénévolat. Okay. Donc, ça a été très, très, très intégré et insufflé très jeune, mes sœurs et moi, bref, de chercher cette expérience québécoise via le bénévolat parce que c'était plus difficile de trouver un emploi. On n'avait pas encore cette expérience québécoise. Donc, cette parenthèse fermée. Donc, je cherchais cette expérience à travers les conseils d'administration. Maintenant, comment les choisir? Ça, c'est une très grande question. La façon dont moi, je m'y suis prise, c'est que j'y allais de façon très organique, premièrement. Et c'est pourquoi, quand on remonte dans mon parcours, les premiers conseils d'administration dont j'ai fait partie sont des conseils de ma communauté. Donc, j'ai siégé sur le conseil de la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Après, j'ai été impliquée comme bénévole plus large encore au réseau, au REPAF, Réseau des entrepreneurs et professionnels africains. Et par la suite, j'y suis allée par expertise. OK, donc je viens de finir mon bac en entrepreneuriat, donc je suis allée dans des conseils d'administration en développement économique. Par la suite, là maintenant, j'ai quand même assez d'assises, j'ai une bonne connaissance, j'ai une expertise qui est reconnue. Là, je peux véritablement me concentrer sur ce qui me passionne et ce qui me tient à cœur. Là, je suis allée dans les conseils dont les causes m'interpellent, que ce soit au niveau de la santé, ou de la culture, où je n'ai pas nécessairement une expertise, mais qui sont des domaines, des sujets qui me touchent. Donc, moi, je suis allée vraiment graduellement naturellement, c'est quoi la connexion organique, quelle est l'expertise que je veux faire valoir. Et là, maintenant que j'ai établi ces éléments, là, je peux me concentrer sur redonner de mon temps pour des causes qui me tiennent à cœur. Okay. Un de ceux-là, je crois, tu sièges, c'est au niveau du régime québécois, je parle d'assurance parentale. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le rôle d'un administrateur sur un conseil comme celui-là? Tout à fait. Alors, ça, c'est le plus récent conseil que j'ai rejoint donc l'été dernier. Et c'est une nomination du Conseil des ministres. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment une fierté de siéger sur ce conseil-là pour deux raisons. Au-delà du régime que gère ce conseil, donc de permettre à des parents de pouvoir avoir un soutien pendant leur congé parental, mais aussi, j'ai travaillé, quand j'étais présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal en 2020, j'ai travaillé sur un projet pilote parce qu'un des éléments, encore une fois, qui me tenait à cœur, c'est, oui, la représentation des femmes, mais ce qui n'était pas encore couvert par le régime québécois d'assurance parentale, c'était des allocations pour des travailleuses autonomes, donc des femmes qui lançaient leur entreprise, soit l'entreprise n'était pas encore très bien structurée, qu'elle n'arrivait pas à se verser un salaire, parce que, comme on sait, il faudrait avoir cotisé pour pouvoir recevoir ces retours-là. Donc, entre 2020 et 2022, je travaille sur un projet pilote, donc un groupe de discussion, un manifeste. Donc, bref, on dépose un mémoire et le ministre à l'époque, Jean Boulet, qui approuve un peu la démarche que nous avons effectuée pour prouver que les travailleuses autonomes pouvaient avoir non seulement, pouvaient cotiser, même si leur entreprise était petite, mais pouvaient cotiser à la hauteur de leur capacité au régime québécois d'assurance parentale et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de ces allocations plus tard. Et donc, le projet pilote est accepté. Le ministre le met en œuvre au sein du Conseil d'assurance parentale, donc en 2022. Et grâce à ça, donc ce legs important dont je suis très fière, ça a été ajouté justement au régime québécois d'assurance parentale que les travailleuses autonomes maintenant peuvent en bénéficier. Donc moi, après avoir fait ce travail entre 2020 et 2022, j'arrive au conseil en 2025. Donc je vous dirais que, pas que la boucle est bouclée, mais c'est vraiment un sentiment de reconnaissance et de fierté qui m'anime quand je me joins à ce conseil l'été dernier. Et que fait ce conseil, comme tu le demandais, Martin? C'est vraiment la gestion de ce régime, que ce soit nous assurer que toute la société ou les personnes qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier. S'assurer aussi de gérer le régime parce qu'on parle de cotisation des employeurs, on parle de cotisation d'employés. Donc, est-ce que ces cotisations-là sont bien gérées? Est-ce qu'on va chercher la meilleure rentabilité aussi en termes de placement pour ces cotisations-là? Et bien évidemment, s'assurer qu'on
qu'on puisse conseiller le gouvernement dans la gestion d'un tel régime, donc pour faire en sorte qu'il soit sécurisé, parce que ça fait 20 ans cette année que le régime existe. Donc, s'assurer qu'il soit protégé, peu importe les gouvernements qui arrivent, peu importe ce que notre société traverse, mais que ça soit considéré comme un acquis et un acquis essentiel pour la société, pour les parents, mais aussi même pour les personnes qui ne sont pas parents. Moi, je ne suis pas parent et je siège sur un conseil comme celui-là parce que c'est important. Je crois beaucoup au collectif et je crois que c'est important de pouvoir avoir des gens autour de la table qui pensent, même s'ils n'ont pas vécu la même situation, mais qui pensent aussi pour les personnes qui sont dans la situation afin d'avoir les meilleures garanties de sécurité, de protection, afin de permettre vraiment un meilleur accès à tout le monde. OK. Le Québec a un certain déficit d'entrepreneurs, de nouvelles entreprises. Oui. Toi, tu les conseilles, les entrepreneurs, ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Tu es entrepreneur aussi à ta façon. Est-ce que parfois, tu n'as pas des préférences de dire ça serait tellement plus simple d'être salarié plutôt que d'avoir à aller chercher des contrats? Comment tu résistes à la tentation d'être stimulé professionnellement à travers ta volonté d'être entrepreneur toi-même et de conseiller, puis de temps en temps d'avoir une stabilité salariale, parce que souvent, c'est ce qui explique le déficit au niveau des entrepreneurs au Québec et ailleurs, c'est d'y aller défis, incertitudes, insécurité financière versus le confort d'un salaire. Tu n'as pas des moments, toi, où quand tu conseilles les gens, tu dis, je donne des conseils aux gens, mais moi-même, j'aimerais peut-être avoir un peu plus de stabilité. 100%. Et je pense que il y en a pas beaucoup. J'ai pas fait de décompte exact ni scientifique, mais souvent, quand j'entends des entrepreneurs parler, c'est un entrepreneuriat soit par dépit ou par défaut, à savoir les gens ne veulent pas rester en emploi. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je garde toujours la porte ouverte parce que moi, je fonctionne très bien en liberté totale, à savoir comme entrepreneur ou travailleuse autonome, mais je fonctionne très bien aussi dans un système, dans une entreprise, dans une corporation. Et moi, je garde la porte toujours ouverte parce que moi, j'y vais non seulement par passion, mais aussi parce qu'il me stimule au moment et bien évidemment par quel impact je peux avoir en faisant telle chose solo ou c'est mieux de le faire à l'intérieur d'une corporation pour aller plus vite parce qu'on ne va pas se le cacher. Il y a plus de ressources au sein d'une entreprise, même si on veut faire on a le même combat, on veut faire le même travail. Donc, oui, j'ai ces élans-là ou ces rappels ce serait tellement plus simple de rentrer dans une entreprise, une corporation. Mais comme je ne ferme pas la porte et je ne suis pas du genre, mais définitivement, là, maintenant, je suis entrepreneur pour le reste de ma vie et je ne peux pas travailler ni avec un patronne. Ce n'est pas du tout mon discours. C'est un discours que je comprends des fois, mais moi, ce n'est pas le mien. Et quand j'ai ces élans ce serait tellement plus simple, j'essaie de me rappeler un peu pourquoi j'ai commencé ou pourquoi je fais ce que je fais actuellement, pourquoi je suis à mon compte présentement. Est-ce que ça sert encore l'objectif que je m'étais fixé? Le jour où je vais me dire, ça ne sert plus l'objectif que je me suis fixé, là, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. Et je crois, j'ai pas envie de prêter la citation à quelqu'un, à la mauvaise personne, mais je me rappelle avoir assisté à une conférence et c'est une phrase qui m'accompagne très souvent. C'est la persévérance, oui, mais l'acharnement, non. Et moi, je m'y tiens très, très, très souvent. Donc, ce n'est pas parce que je travaille autonome, je suis à mon compte et aussi, je le dis aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est que c'est très intéressant, très libérateur et très stimulant de se dire, on part en affaires, on a une idée, mais à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, quand le marché ne répond pas, quand le produit n'est pas le bon, n'a pas la bonne qualité, oui, t'acharner. Exactement. S'acharner pour finir ses économies, se mettre à dos son réseau d'amis, de famille. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être que des gens qui vont m'écouter vont dire, mais c'est parce que tu es encore très sécure et vraiment très confortable. Probablement, je vais gérer chez un psy. Mais je pense que la persévérance, oui, c'est une valeur essentielle, mais l'acharnement ne fait pas partie de mes ambitions. Tu nous as ouvert un petit peu la porte en nous disant que tu étais guidé par ta passion, oui. Et tu continuais de le faire parce que tu aimais ce que tu faisais et tu te rappelles pourquoi tu le fais. Oui. Aujourd'hui, tu es stratège pour les entrepreneurs au féminin.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que tu considères que c'est encore pertinent aujourd'hui? Est-ce que c'est des questions qui demeurent? Je veux tout savoir. Ben oui, puis merci pour la question parce que c'est une grande question, c'est une question large et je vais tenter d'y répondre simplement, mais ce n'est pas simple, mais je vais essayer. Pourquoi? Je pense que c'était important pour moi de continuer à mener ce combat-là, même si pour plusieurs, ça ne devrait plus ou ce n'est plus, ou même au-delà de ça ne devrait plus être un combat, mais ce n'est plus un combat. Est-ce que tu l'as vécu à l'époque pour te dire justement, je me doute que la réponse est oui, mais est-ce qu'il y a des situations particulières qui t'ont fait dire c'est tellement important qu'on doit mettre continuer. Des énergies et des efforts là-dessus? Définitivement. Et je vais te donner un exemple très concret, même si, encore une fois, je crois en collectif, ce n'est pas parce que moi, je ne vis pas la situation que je ne peux pas la comprendre. Pour moi, quand je réalise la pertinence de continuer à parler d'entrepreneuriat féminin, c'est pandémie, mais ce n'est pas nécessairement l'impact de la pandémie, mais il y a un contexte particulier où, pendant la pandémie, on commence à parler beaucoup plus de diversité et inclusion, D2I, d'équité, diversité et inclusion. Donc, on va élargir le spectre de parler plus de spécificité des femmes. Ça a du positif. Moi, j'en vois, oui, du positif, étant une femme noire en plus, donc je cumule ces deux identités-là. Mais je vois aussi, à un moment donné, une certaine invisibilisation de l'aspect de diversité de genre, qui était quand même le combat de la dernière décennie ou des 15 années auparavant. Et donc ça c'est de un, parce que quelque chose de très concret aussi se passe à ce moment-là, c'est que des organisations qui étaient dédiées spécifiquement aux femmes soit ferment ou soit élargissent leur mission pour s'attarder ou servir beaucoup plus toutes sortes de diversité, tous les genres et tous les aspects de diversité, ce qui est très bien parce que là, on élargit encore une fois non seulement le spectre de services, mais les ressources mises à la disposition de plusieurs communautés. Par contre, j'ai l'impression que ça nous a fait oublier un peu tous les progrès, parce qu'il y en a eu, et toutes les avancées dans la question de la représentation des femmes dans le milieu des affaires. Oui, elles sont plus visibles, mais il y a encore des enjeux qu'il faut régler, entre autres l'accès au capital, entre autres l'accès au réseau d'affaires. Et là encore, je ne parle pas juste des femmes de façon régulière. Je parle, oui, des femmes racisées, oui, des femmes blanches, oui, des femmes autochtones, mais la notion du genre, pour moi, avait disparu de toute la conversation il y a à peu près 5-6 ans. Et c'est pourquoi, dans le cadre de mes conversations et dans la façon de me présenter, je tiens à rappeler la notion d'entrepreneuriat féminin parce que, encore une fois, quand on parle de statistiques, pendant la pandémie, les entreprises qui ont été le plus touchées, c'était les plus petites entreprises. Et qui sont à la tête des plus petites entreprises, ce sont les femmes. Donc là, encore une fois, on a vu un impact plus large. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a vu beaucoup de programmes naître, mais moins de programmes s'ouvrir pour des femmes qui s'ouvraient pour des communautés noires, des communautés asiatiques, etc., ce qui, encore une fois, est très bien. Mais je pense qu'on a occulté cet aspect-là qui était un combat des dernières années. Et moi, c'est pourquoi je trouvais ça important de le ramener à la table sans minimiser ou nier les autres combats qui doivent être menés de front, en parallèle. Mais celui-là, je trouvais qu'il était important de le mettre encore en lumière. Est-ce qu'il y a des secteurs que tu considères qui ont été ou qui sont encore plus visés par cette disparité, par ce combat? Moi, par exemple, je connais le milieu juridique. Mm-hmm. Tu as probablement une plus grande visibilité. Je te dirais, les milieux, ça ne va surprendre personne, mais les milieux traditionnellement masculins, donc la construction, il y a des progrès, mais ce sont des progrès encore très lents. Donc, on parle de 5% de représentation des femmes dans ces métiers-là, d'une part, mais même aussi dans les entreprises qu'elles vont créer dans ce domaine-là. Donc, ça encore une fois, on a un enjeu. On parle aussi de milieu tech. Là encore, que ce soit l'accès au capital, on a fait des progrès. C'est important de les continuer, mais on est très loin de la parité. On n'est même pas en zone paritaire. On est même pas dans le tiers. On est vraiment dans les 20% puis ça, c'est en progression. Je pense que dans les années 2010, on était à 12%. Et là, on touche le 20% de femmes dans ces milieux-là qui réussissent à avoir du financement.
Par la suite, les ingénieurs. Donc, ma sœur est ingénieure, elle pourra mieux vous parler de ces statistiques-là, mais quand on parle de ces métiers de génie, toutes sortes de profils, mais spécifiquement, quand on voit les personnes qui sont graduées de ces carrières-là dans les écoles, que ce soit polytechniques ou autres, ce sont plus de femmes, mais après, quand on regarde sur le marché de l'emploi, elles sont non seulement moins présentes, mais aussi dans les entreprises qu'elles vont lancer, elles sont moins présentes aussi. Donc, c'est pourquoi je me dis, il y a peut-être quelque chose pas qu'on n'a pas compris, parce que je pense que les chiffres sont là. Est-ce qu'on manque d'opportunités de les interpréter, de les corriger et d'amener des ressources? Je pense que c'est plus là où le bas blesse. Il faut qu'on soit en mesure de faire sortir ces statistiques pour bien les interpréter et, bien évidemment, pouvoir y pallier et faire en sorte qu'on puisse améliorer le sort de toutes ces femmes qui veulent lancer dans les entreprises. Est-ce que tu penses que ce combat-là peut être gagné ou c'est dans certains domaines? Lisa, tu parlais de domaine juridique. Nous, par exemple, typiquement, au niveau du bac en droit, c'est à peu près 3/4 étudiantes et un quart étudiants. Donc, on peut penser qu'avec le temps, alors les que c'est un ratios... milieu qui était très masculin avant. Exact. Mais quand on regarde, ne serait-ce que le nôtre, si on regarde sur notre site Internet, on va voir une prépondérance d'hommes au niveau des associés. Donc, on a un déficit historique. Oui. Comment on corrige par rapport à certaines industries, tu parles de la construction, comment on fait pour vaincre un déficit historique? Est-ce qu'on laisse le temps, est-ce qu'on laisse la chance au temps? On évoque de l'interventionniste, de la parité, des quotas. Qu'est-ce qu'on fait en 2026? Parce que tu l'as mis dans tes notes biographiques, dans tes 3 pages de notes biographiques que tu nous as envoyées. 3 paragraphes. 3 paragraphes, ça revient à la même chose. 3 pages. Tu utilises, il y avait un terme, entre guillemets, c'était ça, c'était le terme combat. Donc, qui dit combat, il laisse présager que c'est peut-être un combat c'est en continu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les domaines où l'excuse facile, c'est de dire, ça, c'est de la construction, ça, c'est l'immobilier. C'est pas nous. Comment on fait pour gagner, peut-être pas gagner, mais juste ramener l'équilibre ou remplir ce fossé-là? Alors, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au... non seulement corriger, mais aussi par rapport au milieu juridique. Parce que quand on pose la question, comment est-ce qu'on règle la situation, moi, je pense que la réponse est juridique, ou plutôt elle est légale. Moi, je pense qu'il faut légiférer. C'est pas tout le monde, ça, c'est ce que je pense. Est-ce que ça va se faire? L'avenir nous le dira. Parlant d'avenir, moi, je ne fais pas partie des gens qui veulent laisser le temps au temps. Je peux laisser le temps au temps pour certains sujets, certains domaines que je pense que la gestion du changement est tellement importante. Exactement. Donc, il faut laisser aux gens le temps d'absorber, de s'adapter, de s'ajuster. Par contre, on ne peut pas faire des décennies, plusieurs décennies même à parler de la même chose alors que la solution, elle est devant nous. Je m'explique que par rapport à une solution légale, oui, il faut imposer, oui, il faut légiférer, parce que si on n'allait pas dans ce sens-là pour différents domaines, comme par exemple le mariage gay ou les droits civiques, on est allé légiférer parce qu'on se disait, à un moment donné, ça ne tient plus la route, qu'on soit aussi en retard sur d'autres sociétés, par exemple, ou aussi en retard dans notre propre société. Donc, je pense que la réponse à ta première question, Martin, c'est qu'il faut légiférer, qu'il faut arriver à corriger cette situation-là ou ces situations, parce que laisser le temps faire son œuvre, laisser aux gens le temps d'ajuster, je pense que ça va prendre trop de temps et nos enfants ou les enfants de nos enfants ou les neveux, bref, vont encore avoir ces enjeux-là à régler. Parlant du milieu juridique. Mais légiférer comment? Imposer. Moi, je suis fan de quotas. Je pense que les quotas sont la façon d'aller de l'avant. Il y a différents pays qui l'ont fait dans différentes sphères, que ce soit la France, dans un domaine très particulier, l'Irlande aussi, la Finlande également. Donc, faut voir un peu qu'est-ce qui s'adapte le mieux à nos sociétés. Et souvent, ce sont des sociétés qu'on regarde comme modèle. Donc, je suis dubitative des fois quand on les regarde pour des exemples sur des éléments, mais pas sur d'autres. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais je pense qu'on peut, par rapport à légiférer, puis on le fait aussi au Québec, ça, il faut le mentionner. On l'a fait, comme par exemple, aller chercher sur les sociétés d'État, aller chercher une certaine représentation paritaire, mais aussi une représentation des jeunes et une représentation des minorités visibles. Ça, on l'a fait au cours de la dernière décennie, c'est vrai, c'est important de le mentionner. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Pour moi, le plus loin veut dire imposer des quotas.
Je sais que ça rend inconfortable beaucoup de personnes. Et des deux côtés du spectre, que ce soit des hommes, des femmes qui sont mal à l'aise avec cette notion-là. Mais je pense que le plus de temps, on passe, pour ne pas dire perdre, à réfléchir et à aller dans le confort des gens qui veulent, oui ou non, des quotas. C'est du temps précieux qu'on perd pour faire des avancées importantes. Mais j'aimerais revenir sur l'exemple peut-être que ce soit des cabinets d'avocats ou le monde juridique, parce que ça aussi, ça illustre une situation qui cause le même impact ou enjeu dans différentes industries. C'est que les modèles ou les systèmes ont été créés effectivement avec une norme en tête, qui est l'homme sans enfant. Et quand tu rappelles justement ces chiffres, à savoir 3/4 des étudiantes en droit sont des femmes, donc qui rentrent sur le marché de l'emploi, en cabinet d'avocat ou autre, et qui à un moment donné sont confrontées à la volonté, le besoin, le désir, bref, de devenir mère, et donc ils doivent se retirer. Non seulement cette conciliation-là, ce rythme-là, cette ambition d'arriver à concilier cette ambition-là, on dirait que les systèmes n'étaient pas conçus pour des personnes qui doivent se retirer, donner vie et revenir. Donc, et là, encore une fois, on fait rentrer un biais où l'homme est perçu comme, ou le père, surtout, est perçu comme, c'est comme si c'était un bonus, sa paternité, alors que la maternité va être un recul, une pénalité beaucoup plus pour la femme, parce que non seulement elle doit se retirer, prendre le congé, mais également quand elle revient, soit elle perd un momentum de clients, elle perd peut-être son portfolio de clients et elle doit remonter la pente par rapport à tout ça. Donc, on imagine juste en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'expertise, tout ce qui est perdu. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup plus d'hommes associés et que ça reste comme ça. Mais je pense que ça se répète et se réplique dans différentes industries également parce que les systèmes, les modèles ont été conçus effectivement avec en tête une personne type, la norme, qui est l'homme, pour ne pas dire l'homme blanc. Mais ça nous amène dans une autre conversation sur l'EDI que je ne sais pas si vous voulez embarquer là-dedans. Mais c'est vrai que c'est ça qui se produit et qui pénalise beaucoup plus et qui, quand on parle d'injustice ou de déséquilibre, c'est ça aussi qu'il faut questionner, c'est ça aussi qu'il faut remettre en question pour être en mesure d'ajuster un peu le moule. Parce que si le moule est comme ça et qu'on a conscience que c'est ça le moule et qu'on a conscience que notre société a différents moules, à un moment donné, comment est-ce qu'on inclut d'autres personnes au moule ou on le défait un petit peu plus pour faire en sorte d'intégrer plus de personnes? Puis est-ce que tu sens ou est-ce que tu entends une volonté des gouvernements de légiférer sur des sujets comme ça? Il me semble que sur la place publique, on n'en entend pas trop. En tout cas, il n'y a pas de couverture médiatique. Tu penses que c'est... il y a cette volonté-là, pas d'intervenir, mais carrément de légiférer, même dans le privé, sur des sujets comme ceux-là? Moi, je pense que ces sujets-là se discutent, pas nécessairement sur la place publique, comme tu le dis, mais je pense qu'il y a des gens qui sont préoccupés par ces éléments-là, à différents paliers du gouvernement ou même différents côtés du gouvernement, que ce soit en poste ou du côté de l'opposition, parce que les gens, je crois, réalisent que, en fait, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Et à un moment donné, quand on voit l'impact du fait que le modèle ne fonctionne pas pour tout le monde et quand le modèle commence même à porter préjudice au moule pour lequel il était prévu, c'est là que ça frappe les gens. Donc, je pense que les discussions sont en cours. J'espère en tout cas que ça va rester plus au stade que de discussion. Mais j'ose croire que définitivement, ça va faire son bonhomme de chemin avec différentes pressions, que ce soit de groupes, que ce soit d'organisations, ou même des gens de la société civile. Moi, encore une fois, au-delà de croire au collectif, j'ai envie que le collectif croit en son pouvoir également de pouvoir faire pression sur nos gouvernements si c'est une direction dans laquelle on veut aller. Donc, de croire en ce pouvoir qu'on peut inciter, insuffler, influencer nos gouvernements à légiférer en ce sens-là. Okay. Par exemple, aujourd'hui, un des dossiers sur lesquels je travaille beaucoup, c'est l'EDI, équité, diversité et inclusion. Donc, tout simplement, ce sont des stratégies, une approche pour faire en sorte d'inclure le plus grand nombre de personnes, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la société ou dans différents aspects de ce qui nous préoccupe de façon générale. Puis, est-ce que tu as des juridictions que tu considères modèles ou desquelles on pourrait s'inspirer
surtout au niveau EDI, là, de Oui. façon plus large, où le Québec, Canada devra être un pionnier dans ces domaines-là, innovateurs? C'est drôle parce que présentement, la réponse courte, c'est que je ne vois pas d'exemple de pays modèles en EDI parce que chaque pays l'aborde de façon différente. Je pense qu'au Canada, malgré tout, on est un exemple, que ce soit dans la façon dont notre société est conçue ou même c'est construite. Je pense qu'on a un modèle d'intégration, on a un modèle de considération de différentes communautés et aussi on a un modèle si on veut, de représentation de cette communauté. Rien qu'à voir les personnes élues ou les personnes à différents postes, on voit des gens de différentes communautés qui sont à des postes où dans d'autres pays, comme par exemple en France, on ne les verrait pas. Mais c'est clair que ce n'est pas parfait au Canada. Et malheureusement, quand on voit le ressac qu'on a vu au cours des 2 dernières années, que ce soit vers la fin de la présidence de Donald Trump, sa première présidence, pardon, mais au début de la présente présidence, le ressac, que ce soit d'enlever des fonds à des universités qui avaient des programmes EDI, que ce soit aussi de menacer de financement ou de subvention à des entreprises, des grandes entreprises, si elles ne mettaient pas fin à leur programme d'EDI. Donc, c'est clair que ces entreprises qui, des fois, ont leur pendant ou leur bureau au Canada, ont pris peur, j'ai envie de dire, ont eu peur et ont soit mis sous silence leur programme EDI ou l'ont complètement annulé. La bonne chose, c'est qu'au Québec, on a beaucoup plus un pattern, si je peux le dire comme ça, d'entreprises qui ont mis ça sur silence, sur pause, pas annulé complètement, parce qu'encore une fois, je pense qu'au Québec, la société qu'on a, que ce soit une société motivée par l'égalité des chances, plus progressiste, plus social-démocrate, donc on veut cette inclusion du plus grand nombre. Donc, on a plus de sociétés qui ont décidé encore une fois, de mettre sous silence, de cacher sur leur site, mais ça existe encore parce qu'elles sentent plus de responsabilité. Mais aux États-Unis, on a beaucoup plus de coupures, de postes, que ce soit dans le milieu académique, dans le milieu privé. Et ça, je pense que, alors que la composition de la société américaine est un modèle en termes de diversité, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui qui ressort, c'est clair que ça ne peut pas nous inspirer, mais ça ne peut pas avoir des conséquences positives sur la façon dont on fait les affaires ici au Québec ou au Canada, et on voit directement l'impact que ça a dans la façon de faire en termes de programmes EDI et autres. Pour rebondir sur des éléments que tu discutais tout à l'heure pour ce qui est des femmes qui désirent avoir des familles, ce que je constate aussi, c'est non seulement légiférer peut-être pour ce qui est des entreprises avec les employés, mais je pense qu'il y a aussi un débat de société oui, c'est super des entreprises qui commencent à donner des congés de maternité plus longs aux femmes, mais si la femme désire revenir au travail plus rapidement, la majorité des endroits vont donner 5 semaines à l'homme. Il y a pas... Puis ce que je trouve génial chez le Grand Prix de Shade, c'est qu'il n'y a pas autant hommes que femmes. Le congé parental est accordé pour la même durée de temps. Puis je trouve que ça permet justement à une femme qui désirerait prendre 6 mois au lieu d'1 an, 3 mois, parce qu'on s'entend, de trouver des garderies pour des poupons, c'est pas ce qui est le plus facile. C'est ça. Mais ça permet justement d'avoir cette liberté et d'avoir l'autre parent, parce que c'est bien beau de dire la famille, les nounous, c'est pas la réalité pour tout le monde. Ouais. Donc, il y a aussi ce pas de l'avant-là qui doit être fait du côté des hommes dans les entreprises, mais du côté des hommes de vouloir le prendre aussi, ce congé-là, pour permettre, je pense, à ce que la femme puisse revenir peut-être plus tôt un peu. Tout à fait. Et même, je vais rebondir sur cette notion de les hommes devraient prendre le plus. Pour revenir au Conseil de gestion d'assurance parentale, ça, on le voit dans les statistiques. Alors qu'il y a 10 ans, il y a très peu d'hommes qui prenaient ce congé ou qui partageaient le congé au-delà de le prendre. Mais là, aujourd'hui, on approche véritablement des chiffres tellement impressionnants, du tiers, de 40% des hommes qui partagent le congé, qui prennent ce congé-là. Donc, on a en même temps un changement... Est-ce que de société, est-ce que j'irais jusque-là? Mais quand même, un changement dans la société, dans la prise de conscience ou la sensibilisation des pères dans la prise ou le partage de ce congé.
Maintenant, par rapport à ce que tu dis, particulièrement au milieu, je pense qu'il y a différentes choses qui rentrent en compte au-delà de vouloir prendre ce congé-là, mais aussi il y a le regard des autres qui souvent fait en sorte que les hommes vont se sentir un petit peu plus inconfortables de le prendre déjà d'une part. Ils vont pas peut-être se sentir pleinement part du Boys Club, mais je pense que la réponse, tout comme tu le dis, que vous le faites chez De Grands Péchets, c'est de laisser le choix, en fait, de laisser la flexibilité pour faire en sorte que même dans notre inconscient, que le poids ou la responsabilité de l'intégralité du congé parental, et même moi, dans ma façon de parler, je ne dis plus... Je vais peut-être faire des erreurs ou m'échapper et dire congé de maternité, mais j'essaie de plus en plus de dire congé parental parce que c'est une responsabilité partagée. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il faut qu'on commence à déconstruire ces éléments-là pour faire en sorte que, justement, on laisse la place, le choix, la liberté, la flexibilité. Et si beaucoup plus d'entreprises faisaient comme vous, je pense que ça enlèverait tellement juste un poids intangible, une charge, on parle beaucoup de charge mentale pour beaucoup de femmes, et ça ferait prendre conscience beaucoup plus d'hommes de leurs responsabilités s'ils étaient présents lors de la conception. Donc, pourquoi ne pas être présent lors du congé? Intéressant, certainement. Et on parle, bon, un de tes autres combats, on a beaucoup parlé de la place des femmes en affaires, l'entrepreneuriat féminin. Un autre de tes combats, c'est tout ce qui touche à la communauté noire ou les communautés noires. Déjà, d'entrée de jeu, lequel des deux je dois dire? Est-ce que je dois dire la communauté noire? Est-ce que je dois dire les communautés noires? Alors, selon moi et selon les écrits, j'ai envie de dire, et aussi selon la logique, moi, je dis les communautés noires. Tout simplement pourquoi. Et j'ai envie de dire, c'est comme penser aux communautés asiatiques. Il y a des Chinois, il y a des Coréens, il y a des Vietnamiens. Bref, pour moi, les communautés noires, ce n'est pas un groupe monolithique, rien qu'en termes de provenance. On a tout un continent africain, 52 pays, donc ce sont des communautés noires. Les Antilles, Haïti, les Antilles francophones, anglophones, c'est un autre modèle. Quand on parle des Afro-Américains, là encore, pas la même histoire, pas le même parcours, ce sont des communautés noires. Les Afro-Canadiens. Donc, quand on prend tout le spectre des différentes provenances et des différents parcours des personnes noires, pour moi, je pense que c'est pas logique de dire la communauté noire. Donc, c'est pourquoi moi, j'insiste pour dire les communautés noires, parce que je peux parler des communautés africaines, des communautés antillaises, bref. Donc, c'est pourquoi si c'est moi qui te réponds à ça, je te dirais les communautés noires. Au niveau de ton implication dans les communautés noires. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'assister il y a quelques semaines à la revue annuelle Déjà Vu, que tu as fondée. C'était déjà la 3e édition. Cette année, en plus, commandité avec le support de CBC Radio-Canada. Peux-tu nous expliquer d'où c'est parti et puis c'est quoi la suite pour Déjà Vu? Oh, une grande question. Alors, c'est parti, donc, il y a 3 ans, Déjà Vu. En fait, j'ai cofondé une association qui s'appelle Bias. Et donc, pour biais, mais aussi Bias, qui a commencé au cours des 10 dernières années, parce qu'on l'a cofondé en 2016, qui travaille vraiment à mettre de l'avant des initiatives culturelles et artistiques des communautés noires. On a commencé avec, par exemple, des visites guidées dans les musées, des expositions, projections de documentaires, pour retracer un peu l'histoire des différentes communautés noires. Et pendant quelques années, 5 ans, on a eu une librairie éphémère, qui s'appelle Impression, mettant de l'avant des auteurs afro-descendants de façon générale, que ce soit caribéens et autres. Et donc, il y a 3-4 ans, parce que j'étais dans les médias, donc j'étais à la radio tout un matin et maintenant à Les Débatteurs sur Nouveau. Donc, j'avais une préoccupation sur la prise de parole des personnes noires, chroniqueurs, commentateurs, analystes dans les médias, sur le fait qu'après avoir énormément parlé de diversité pendant la pandémie, est-ce qu'il y a une représentation dans les médias de ces personnes-là? Et j'ai pu constater encore une fois les progrès, les avancées. On voit cette représentation-là. Moi-même, j'en faisais partie de ces progrès-là et ces avancées. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Non seulement en montrant ces progrès-là, en montrant cette représentation médiatique de plusieurs analystes des communautés noires, mais aussi, étant donné qu'on traverse encore des périodes
riche, entre guillemets, en termes d'actualité, parce que les dernières années ont été quand même très chargées en termes de nouvelles pour juste que ce soit des nouvelles d'attaques, de guerre, mais aussi très peu de bonnes nouvelles. Et je voulais aller à la recherche de bonnes nouvelles, mais aussi de qu'est-ce qu'on a, vu que ça va vite, c'est un monde qui va vite, le monde des médias, qu'est-ce qu'on a manqué ou qu'est-ce qu'on n'a pas suffisamment analysé dans le circuit de nouvelles qui va très vite. Et donc, Déjà Vu a commencé à germer comme notion de faut qu'on soit en mesure de prendre un temps de recul, de repasser à travers les nouvelles qui nous ont choqués, assommés, inspirés ou autres. Mais comme on est dans le mois de l'histoire des Noirs, qui est le mois de février, je voulais que cette analyse soit faite par des analystes, des chroniqueurs des communautés noires. Pourquoi? Encore une fois, pour montrer un peu que cette place existe, parce qu'à Déjà Vu, ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde que j'invite pour commenter l'actualité, ce sont des gens qui ont déjà une place dans les médias. Donc, pour moi, c'était une façon de montrer que, regardez, ça fait longtemps qu'on parle de manque de visibilité, mais regardez, ils sont là, puis ce sont des gens qui ont déjà une place dans les médias. Et de deux, au-delà d'avoir une place dans les médias, ce sont des gens qui ont un avis et une analyse intéressante à amener. Donc, Déjà Vu est vraiment né de ce besoin de mettre en lumière les progrès de la représentation de plusieurs analyses des communautés noires, mais aussi de montrer que ces analystes, au-delà de pouvoir commenter des nouvelles du jour, des actualités de tous les jours, pouvaient fournir un exercice rigoureux, de recul et d'analyser surtout, c'était ça l'objectif ultime, d'analyser ces nouvelles-là à travers le prisme, oui, des communautés noires, mais pour voir c'est quoi l'impact de ces nouvelles, particulièrement pour les communautés noires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe? Parce que, encore une fois, les nouvelles vont vite, le monde va vite, nous allons vite dans nos quotidiens, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé? Et donc, l'exercice qu'on fait depuis 3 ans maintenant, c'est de revenir sur les nouvelles de la dernière année. Donc, c'est pourquoi c'est une rétrospective de l'actualité, pour faire en sorte qu'on puisse regarder tout. Pas tout, parce qu'on manquerait de temps, mais 2-3 nouvelles par analyste au cours des 12 derniers mois qui ont retenu leur attention, mais aussi pourquoi, particulièrement pour leur impact précis sur les communautés noires. Donc, on peut à la fois parler du taux directeur de la Banque du Canada. Si ça reste à tel niveau, ça a un impact, ce qui était une analyse avec, entre autres, Jimmy Jean du Mouvement Desjardins l'année dernière, que si ça reste à ce niveau-là, on met les communautés noires ayant un taux d'emploi à tel niveau, ne pouvant s'offrir que des maisons dans tel quartier, ce qui va faire en sorte que tel quartier vont se vider de personnes blanches parce que les personnes blanches vont voir les communautés noires arriver. Donc, on aura des quartiers qui progressivement, plus en retrait des centres urbains qui sont plus riches, vont devenir des quartiers noirs. Donc, est-ce que c'est stratégiquement ce qu'on veut comme communauté, l'impact qu'on veut avoir et aussi le poids démographique et économique qu'on veut avoir? Ça peut aller à des nouvelles sur notre consommation. Là, cette année, l'édition à laquelle tu as assisté, Martin, c'est justement notre consommation de riz. On sait que dans nos communautés, on consomme beaucoup de riz à différentes sauces et à différentes saveurs. Mais le riz, en fonction d'où il est cultivé, peut représenter aussi un danger pour notre consommation parce qu'on sait que c'est un produit très utilisé. Mais après, quand on voit la composition d'arsenic, faut se poser la question, est-ce qu'on devrait soit manger autre chose ou faire en sorte de faire pression sur des gouvernements pour s'assurer que ce riz produit aux États-Unis et qui est vendu dans nos pays, alors que nous avons pour la plupart des pays producteurs de riz, mais qu'on n'est pas capable de l'exporter parce qu'on n'a pas les infrastructures pour, mais on a des pays qui nous l'exportent
et qu'on les consomme au quotidien. Donc, ce sont beaucoup de questions qui, moi, personnellement, m'interpellent et que j'aimerais avoir avec ces analystes-là. Donc, c'est pourquoi Déjà Vu existe. Et oui, cette édition soutenue par CBC Radio-Canada, j'ai envie de vous dire que c'était le rêve dès le départ d'avoir non seulement une institution comme CBC Radio-Canada qui soutienne un événement comme Déjà Vu, et de voir que ça arrive déjà à la 3e édition, pour moi, c'est quand même très positif pour la suite. Et la suite se dessine, peut-être un balado, peut-être un événement plus récurrent, peut-être pas seulement une fois dans l'année. Est-ce qu'on peut aller à 2 fois dans l'année? Parce que ça, c'est vraiment les échos et les demandes que j'ai actuellement, de faire en sorte qu'on puisse avoir des conversations plus régulières, parce que c'est tellement important et on manque de temps pour s'asseoir, réfléchir et avoir ce recul sur les nouvelles qui nous concernent et surtout qui ont un impact quand même très important sur nous. Ouais, c'est sûr que s'il pouvait avoir une diffusion plus large, parce que là, c'était les gens qui étaient dans l'auditoire. Exact. Plusieurs en profiteraient parce que moi, je peux témoigner que depuis que j'y ai assisté, j'ai fait tremper mon riz la veille. Vous voyez l'impact, hein? Peuvent... Moi, c'est juste que j'ai arrêté de rire, mais je sais que ça ne va pas durer, mon affaire. Va falloir, ça fait 2 semaines et c'est très difficile. C'est très difficile. Je suis très contente d'apprendre ça, Martin. Parfait. Donc, moi, je vais tremper mon riz en recommençant. Parfait. Donc, j'encourage tous ceux en février prochain à venir. Le rendez-vous est pris, la salle est déjà réservée. Bon, bien, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Oui. Est-ce que vous avez des ambitions de diffusion, peut-être? Oui, la réponse courte, c'est oui. Là encore, est-ce que c'est de la gêne, du confort ou un syndrome d'imposteur? Je suis timide par rapport à ce type d'ambition de diffusion parce que c'est drôle, hein? Déjà vu, je dis toujours à la blague que si c'était un événement ou si c'est une conversation que je pouvais tenir dans mon salon, je le ferais, mais mon salon est trop petit, donc j'en ai fait un événement. Et chaque fois que je m'impressionne non seulement du public qui vient et revient, mais qui s'imprègne de ce qui se dit. Et on dirait que j'attache beaucoup d'importance à l'ambiance intimiste-ish, feutrée et un peu cette conversation en privé qu'on est en train d'avoir. Donc, c'est pourquoi je suis encore timide sur les ambitions de grande diffusion. Je suis consciente que le contenu peut bénéficier à beaucoup plus de personnes, mais on dirait que je suis encore très protectrice de ce petit produit, ce petit bébé. Puis j'attends de voir. Et je sais très bien que le bébé va grandir et va voler de ses propres ailes, mais pour l'instant, on dirait que je le garde un petit peu pour moi. Ça peut paraître contradictoire aussi. On essaie de diffuser des messages ou des notions de façon plus large, mais on veut en limiter la diffusion. La diffusion, mais sais-tu quoi? Parce que effectivement, c'est un grand paradoxe. J'ai peur que ça soit mal compris et mal reçu. Parce que j'ai l'impression, j'ai peur qu'on pense que, justement, par exemple, que c'est un événement exclusivement dédié aux Noirs, fait par les Noirs pour les Noirs, alors que c'est pas du tout ça. Donc, c'est comme si je fais très attention et j'y vais de manière progressive sur, OK, cette première année, c'était ça. OK, cette deuxième année, OK, on a fait ça. Cette troisième année, OK, on l'a ouvert à celui-ci. Parfait, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre pour éviter que par une gaffe ou une mécompréhension, que l'événement soit complètement cancelled. Donc, c'est vrai que je fais très attention, peut-être trop, très certainement trop, mais c'est parce que j'ai peur de la réception et de la compréhension qu'on peut avoir d'un tel événement, alors que les échos que j'ai de personnes non noires qui assistent à l'événement, c'est, mon Dieu, c'est important, c'est même plus important pour nous que pour vous comme communauté noire, parce que nous, ça nous permet d'avoir un regard sur, OK, non seulement voici ce qui se passe, mais aussi voici comment vous recevez la nouvelle et voici comment ça a un impact, oui, sur vous, mais encore une fois, si ça a un impact sur vous, en bout de ligne, ça va avoir un impact sur nous. Ça démontre que ton combat n'est pas terminé encore. Oh, il vient juste de commencer, Martin. Il vient juste de commencer. Tout juste. On est dans une année électorale au niveau provincial. Tu dois parler de propositions de qu'est-ce qui pourrait être légiféré. Si tu avais des propositions à faire à n'importe quel des partis à ce qui touche des sujets là, qui te sont chers, si tu en avais une à mettre de l'avant, ce serait quoi? Oh, bonne question.
Une seule. Je ne sais pas si ce serait une proposition ou peut-être, mais oui, une recommandation. C'est sûr que je les inciterais à penser, à être reposés, mais rapidement à notre discussion de tantôt par rapport à l'imposition de quotas. Moi, je pense que pour atteindre une certaine égalité, qui ne soit pas juste dans la théorie, mais dans la pratique véritablement, donc on puisse réussir à imposer des quotas de représentation au niveau de la diversité de genre et ainsi de suite. Employés, direction, actionnariat, à quel niveau? Dans la direction, parce que ça, on a réussi pour les CA. Mais quand on regarde encore une fois les postes de direction C-suite, là, on voit encore moins de présence féminine. Donc, moi, je pense que si on veut aller plus vite, si c'est ça notre... moi, c'est ce que je pense. Mais si c'est ce qu'on décide collectivement de faire, je pense que c'est le moyen pour y arriver. Effectivement, les postes de direction, pour les CA, ça, on a réussi à le faire. Il y a encore des progrès à faire, mais dans la direction de plusieurs entreprises publiques et privées, je pense qu'on peut y arriver de la sorte. Maintenant, en termes de propositions, recommandations, surtout vu le contexte électoral, je dirais, ce serait plutôt un conseil, prendre une recommandation, une proposition, mais de ne pas oublier les valeurs du Québec. Et il y a différentes interprétations de quelles sont les valeurs du Québec, mais moi, un des éléments qui m'attire et qui me garde encore au Québec, c'est une des notions de base, c'est l'égalité des chances. Mm-hmm. Et à un moment donné, je pense qu'on a perdu, qu'on a oublié ou qu'on l'a laissé de côté, mis sur pause, et je pense qu'il est temps de revenir à cette notion-là, parce que ce n'est pas une égalité des chances, c'est une égalité des chances, point. Ce n'est pas une égalité des chances pour les Québécois. Ce n'est pas une égalité des chances pour les Québécois nés ici. Ce n'est pas une égalité des chances pour les Québécois nés ici de souche. C'est une égalité des chances, point. Mm-hmm. Et je pense, dans les discours qu'on s'apprête à entendre prochainement, en amont de cette période électorale, je conseillerais nos élus, qui ont une responsabilité qu'on leur donne, de se rappeler de l'égalité des chances. Est-ce que tu considères qu'il y a une différence entre les générations? Que la génération actuelle serait... Je pense que oui. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un énorme progrès qui a été fait quand on regarde les générations de nos parents versus les jeunes générations en ce moment. Est-ce que, selon toi, on parle de la même égalité des chances? On parle de la même égalité des chances, mais sais-tu quoi, Lisa Marie, tu me permets de mentionner un élément qui, moi, fait partie de mon choc des 2 dernières semaines, parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, notre génération, pas a tout compris, mais a mieux compris des choses que nos parents. Et que la génération de nos enfants a encore plus et mieux compris que nous, parce que effectivement, ils pensent pas que le racisme existe et ils pensent pas que des préjugés, les biais existent. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu passer, entre autres, cette étude du professeur de l'UQAM, je te vois hocher de la tête, clairement. Et moi, depuis, je tombe de ma chaise, de Francis Dupuis-Déry, sur génération des jeunes garçons, 15 ans et moins à peu près, cégep, ou même un petit peu plus que 15 ans. Donc, si on parle d'enfants au cégep, c'est qu'on a des jeunes garçons, le tiers de ces jeunes garçons qui pensent que le rôle de la femme est à la maison, qui pensent qu'une femme ne doit pas gagner autant qu'un homme, qui pensent qu'une femme ne doit pas avoir voix au chapitre dans plusieurs sujets. Donc là, j'ai envie de dire, la sonnette d'alarme, je ne sais pas si elle est tirée pour beaucoup de personnes, mais moi, en tout cas, elle est en rouge depuis 2 semaines que j'ai appris cette nouvelle-là. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas s'asseoir non plus sur ses lauriers en disant, oui, mais ça, c'est réglé, cette question est réglée, on a compris, puis on avance, parce que malheureusement, l'exposition aux réseaux sociaux et à différents types de contenus fait en sorte que nos jeunes voient, heureusement dans certains cas, ce qui se passe à travers le monde. Ils voient le monde à travers leurs yeux et à travers les réseaux sociaux, mais aussi ils sont exposés à tous ces dangers et à toutes ces notions qui font en sorte que ces idées commencent à germer et plus que germer, s'installent. Donc, je pense qu'il y a urgence véritablement de revenir à cette égalité des chances, de revenir à ces contenus, à ces conseils, pour faire en sorte qu'on puisse rappeler un peu à nos jeunes, à nos enfants, à notre société, pourquoi il y a eu les différents combats historiquement, pourquoi on est là où on est aujourd'hui et qui compose notre société. Donc, je pense que c'est pourquoi le combat
est encore malheureusement important et actif. Et c'est pourquoi on peut pas le lâcher. Et malheureusement, il faut encore le nommer comme combat et pas acquis. Et s'asseoir sur nos progrès. Exact, tout à fait. Je pense que c'est une belle façon de conclure, Lisa. J'allais dire la même chose. Une bonne façon de boucler la boucle. Oui, merci d'être venu partager ton parcours personnel, professionnel. Merci de lutter contre ces combats au quotidien. On va espérer qu'un jour, ça ne soit plus des combats, puis qu'on puisse en parler un peu au passé, puis au pire, ce sera des nouveaux combats. Donc, continue de t'impliquer, continue de conseiller nos entrepreneurs, nos femmes entrepreneurs, puis continue d'éduquer ceux qui ont peut-être un certain déficit au niveau de certaines notions. Donc, merci d'être venu aujourd'hui et merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, de Déborah. m'inviter. Merci à vous deux.